You know nothing, Jon Snow. You have to go back, kid. Got a theory, could be funny. Sit down. You never say C'est pas thank faux. you. That's what the money is for. C'est bon, Loulou? The danger. I am the one who knocks. I think that I may be the voice of my generation. Salut les Upper East Siders et bienvenue dans PIC TV, le podcast qui décortique les tendances et l'actualité des séries. Je m'appelle Anaïs Bordage, mais vous pouvez m'appeler A. Et à mes côtés se trouve ma BFF Marie Telling. Salut M. You know you love me. XOXO, Gossip Girl. Si vous étiez ado dans les années 2000, vous aurez peut-être compris cette référence un peu naze, j'en conviens, à Serena et Blair, SNB, les meilleurs ennemis et reines de l'Upper East Side dans Gossip Girl. Un reboot du programme culte arrive sur nos écrans en juillet, alors on s'est dit que c'était le bon moment pour se replonger dans cette série qui a bercé nos années lycée, et dans mon cas, aussi découvrir le final que je n'avais jamais vu. Alors pourquoi cette série sur des ados new-yorkais richissimes est devenue culte? Qu'est-ce qu'il faut en retenir aujourd'hui? Et pourquoi Anaïs n'a rien vu dans sa vie? On en parle dans cet épisode. Mais avant ça, le pic de la semaine. Marie, c'est quoi ton pic cette semaine? Bon, c'est un pic un peu triste, même très triste. On s'était demandé pendant l'épisode réunion de Friends pourquoi James Michael Tyler, qui jouait le rôle de Gunter, n'était pas présent et pourquoi il avait fait son intervention via Zoom. On l'a appris hier. En fait, il est atteint d'un cancer en phase terminale, un cancer de la prostate. Et c'est pour ça, donc moi ça m'a rendu très triste d'apprendre ça, parce que c'est un personnage qui a marqué mon adolescence, ma jeunesse dans ma série, une de mes séries préférées. Et en plus il a raconté qu'il n'était pas venu parce qu'il voulait pas arriver en fauteuil roulant et mettre une mauvaise ambiance, je le cite, c'est ce qu'il a dit, quand les gens verraient qu'il était malade. Donc on pense fort à lui et on espère qu'il va guérir. Ouais, on lui envoie toutes nos pensées. Oui, voilà. Et toi Anaïs, c'est quoi ton pic ? Moi, mon pic, c'est les tenues de Uzo Aduba dans la nouvelle saison de In Treatment qui est diffusée actuellement sur OCS. On en avait parlé il y a très longtemps de cette série. C'est une série sur des sessions de psychothérapie. Et donc là, dans cette nouvelle saison, c'est Uzo Aduba, qui jouait Crazy Eyes dans Orange is the New Black, qui joue la psy. Et elle joue une psy très très riche de Los Angeles. Et toutes ses tenues sont absolument incroyables. Elle a que des costumes en soie ou en satin et des robes hyper larges qui flottent et qui volent dans le vent, avec des super sacs à main assortis et des chaussures toujours assorties, des super beaux bijoux. Enfin, vraiment, chacune de ces tenues, tu te dis, elle est prête pour le tapis rouge, en fait. Elle est pas là pour recevoir un patient qui va lui parler de choses horribles. Mais bref, ça fonctionne très, très bien. Et ça m'a donné envie d'acheter vraiment toute sa garde-robe. C'était hyper plaisant à regarder. Si le sujet vous intéresse particulièrement, j'ai écrit un petit article sur Slate qui parle des tenues de la série et j'ai interviewé la costumière qui était hyper intéressante, hyper sympa. Donc voilà, je vous recommande cet article si vous avez envie d'aller plus loin. C'était le moment auto-promo. Et on va passer au sujet du jour qui est Gossip Girl. Who am I? That's one secret I'd never tell. You know you love me. XOXO, Gossip Girl. Ah, on est en 2008 là, c'est génial. On vient de se replonger dans le bouillon des années lycée, rien qu'avec ces 10 secondes. Où on est il y a 6 mois quand j'ai revu la série, parce que je la revois assez souvent. Alors Marie, pour les gens qui n'étaient pas au lycée à notre époque, est-ce que tu peux resituer Gossip Girl ? Alors Gossip Girl, à la base, c'est une série de livres écrite par Cecily von Ziegesar. Je sais pas comment ça se prononce. J'ai pas lu les livres, full disclosure, mais ça se situe comme la série dans un milieu, dans un lycée ultra privilégié de l'Upper East Side, qui est le quartier le plus riche de New York. Et ça suit un peu la jeunesse dorée et toutes les histoires d'amour et les scandales. Et en fait, les histoires dans le livre sont différentes, les trajectoires des personnages sont différentes. Je crois que Chuck dans les livres est gay, par exemple. Mais la série reprend un peu ce format et cette formule. Et en fait, le truc un peu particulier, c'est qu'il y a Gossip Girl, donc qui est un personnage anonyme, dont la voix est jouée par Kristen Bell, qui était dans Veronica Mars, et qui envoie des updates sur son blog et par texto aussi à ses abonnés sur tous les potins et tous les ragots de cette jeunesse dorée. Et donc, elle fout tout le temps la merde. C'est génial. Et il y a aussi, en fait, 2 outsiders. C'est Dan et sa petite sœur Jenny qui vivent à Brooklyn, à Dumbo. Et du coup, ils sont censés être pauvres. Alors que bon, Dumbo, c'est là où habite, littéralement, je crois que Beyoncé a un appartement à Dumbo. Donc, pour vous donner une idée du truc. Mais voilà. Donc, c'est un peu le principe de base. Et c'était le nouveau projet de Josh Schwartz, le créateur de The O.C. au Newport Beach, juste après justement Newport Beach. C'est lui qui a développé la série.
Il avait dit qu'il voulait pas faire une redite, donc il voulait pas que Gossip Girl soit juste The O.C. à New York. Donc on sent qu'il y a forcément un tronc commun entre les deux séries, surtout pour les gens qui ont notre âge. Et ça a été vraiment 2 séries adolescentes qu'on a regardées quand nous-mêmes on était sur la fin de l'adolescence et qui nous ont vraiment aidé à nous construire. Mais en même temps, il n'y a pas exactement le même ton que dans The O.C. C'est un peu moins camp et il y a moins d'humour sarcastique, par exemple, via le personnage de Seth Cohen, même si Dan est un peu censé remplir ce rôle-là, mais il le remplit pas aussi bien. Donc il y a cette espèce d'ADN quand même commun et on sent l'influence de Josh Schwartz dans la série, mais c'est aussi quand même son propre projet, quoi. Oui, mais Gossip Girl, c'est plus méchant aussi. Parce que vraiment, The aussi a un bon cœur quand même, parce qu'ils sont gentils les uns avec les autres au fond, et parce qu'on arrive dans cet univers de la richesse à travers des gens qui sont très gentils, alors que là, ils sont tous, il y en a pas un pour attraper l'autre, hein. Enfin, ouais, ils sont clair. tous un peu infects. Donc c'est assez différent au niveau du ton à ce niveau-là aussi, quoi. Alors Marie, tu nous as déjà dit dans un autre épisode de PIC TV que tu attendais avec impatience le reboot, qui verra donc tout un nouveau casting en fait de personnages. Quel est ton rapport à la série originale Gossip Girl ? Bah, j'ai tout regardé. Voilà. J'aimais beaucoup la série. J'avoue que ça a un peu aussi... moi, j'étais amoureuse de New York avant même d'y mettre les pieds et avant d'y vivre. Pour moi, c'était un peu l'incarnation aussi de la ville à la télé, même si c'est dans un milieu très, très riche. Et même après y avoir vécu des années, c'est une des séries, pour moi, qui a un sens de lieu new-yorkais les plus élevés avec Sex and the City, avec Broad City, par exemple. Et donc, j'adorais la série, quoi. J'ai tout regardé. Et après, il y a des saisons que je revois de temps en temps. J'aime bien la saison 1, 2, 3. J'aime bien toute l'histoire d'amour entre Chuck et Blair. Donc, en général, je revisite ça. Après, ça perd un peu en qualité, je trouve. Mais c'est assez jouissif, quand même, comme série. Et toi, Anaïs ? Moi, c'est vrai que j'étais totalement fan au moment où c'est sorti et je pense que c'est la série que j'associe le plus avec Mega Video, en fait. Ah oui, moi aussi. Pour les jeunes de notre âge, c'était une plateforme de streaming illégale sur laquelle on pouvait regarder donc plein de séries en très très mauvaise qualité avec des sous-titres amateurs qui souvent ne correspondaient pas trop au vrai dialogue des séries et c'est comme ça que, personnellement, j'ai beaucoup appris à parler anglais grâce à Mega Video et aux séries que je regardais en VO. Et c'est marrant parce que Mega Video, il me semble, a existé de 2005 à 2012 et Gossip Girl, c'était de 2007 à 2012. Donc en fait, c'est vraiment exactement la même période. Et pour moi, c'était un peu la période où j'ai arrêté de regarder les séries à la télé en VF qui passaient sur TF1 et M6 parce que en fait, j'étais impatiente et que les nouvelles saisons en France sortaient beaucoup plus tard qu'aux États-Unis et que du coup, quand je voulais mes nouveaux épisodes de Desperate Housewives ou de Gossip Girl, j'allais directement sur Mega Video pour les voir tout de suite, même si il fallait vraiment genre mettre des jumelles et 5 paires de lunettes pour voir tellement c'était mal pixelisé, quoi. C'est vrai. Et que vraiment les sous-titres, il y avait des aberrations. Enfin, on peut encore trouver aujourd'hui des exemples sur Internet de l'époque. Enfin, c'était hallucinant. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment ça. En fait, c'est le début de ma consommation de séries sur Internet. Et du coup, j'ai beaucoup d'affection pour Gossip Girl, pour ça aussi, parce que je me souviens vraiment que j'étais dans le garage de ma meilleure amie de l'époque où on regardait sur l'ordinateur de sa mère le dernier épisode de Gossip Girl dès qu'il venait de sortir après le collège ou après le lycée, quoi. Alors Gossip Girl, pourquoi c'est culte, me demanderez-vous? Une super transition, très naturelle. Voilà, alors bon, ce qu'on a fait pour cette émission, c'est qu'on a revu le pilote et le final que moi j'ai vu pour la première fois. Et donc ce qui frappe immédiatement quand on revoit le pilote, c'est la musique. C'est juste hallucinant. Dès les premières secondes, en fait, il y a Peter, Bjorn and John, quoi. Ouais, en fait, c'est vraiment une collection de musiques les plus cultes les unes que les autres. Et emblématiques de l'époque. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que je pense que si un alien arrivait j'allais dire en France, mais déjà sur la planète Terre. Ce serait pas mal. Et voilà, et qu'on lui disait, voilà ce que c'était les goûts musicaux de la fin des années 2000. Tu regardes Gossip Girl, tu as exactement ce qui passait sur Énergie à l'époque, en fait. C'est vraiment hallucinant. Et j'ai noté un peu, alors je suis sûre que j'ai même pas tout relevé, mais j'ai noté certaines des musiques. Ouais, on est trop forts, on a trop bien fait nos devoirs. Mais t'as dit qu'il y avait Peter, Bjorn and John, il y avait Justin Timberlake. Ouais. What Goes Around Comes Around, une de mes chansons préférées. Cold War Kids, Hang Me Up to Dry, qui était leur gros tube de l'époque. Back to Black de Amy Winehouse. Oui. The Way I Are de Timbaland. Ouais. Et Akon, qui était aussi une grande figure de mon adolescence. Je sais pas si t'en as noté d'autres aussi. Non, c'est tout ce que j'avais noté. Et c'est quand même pas mal pour un épisode qui dure à peine 40 minutes. On a mais une succession. Et c'est marrant parce que par exemple, Back to Black de Amy Winehouse, c'est juste pour 5 secondes et demie de transition. C'est même pas une scène clé de l'épisode. C'est vraiment juste cette musique est là.
Ouais, ils devaient avoir un budget de ouf, je pense, honnêtement. Et je pense pas qu'ils en mettent autant dans tous les épisodes, mais vraiment pour le pilote, ils avaient mis à fond. Et c'est marrant parce que Peter, Bjorn and John, cette chanson-là, pour moi, je l'associe tout le temps à Gossip Girl, en fait. Voilà. Si je savais siffler, je l'aurais fait en sifflant, mais je ne sais pas siffler. Je sais siffler, mais je vais m'abstenir. C'est vrai que c'est la première seconde du pilote, ça s'ouvre là-dessus, donc c'est culte, comme on dit. Et puis c'est vrai que Josh Schwartz, qui avait fait The aussi, est aussi très connu pour ses goûts musicaux et pour l'influence musicale qu'il met dans ses séries. Et là, on le sent encore, c'est-à-dire que c'est vraiment, la bande-son est juste hallucinante. Après, ce qui est intéressant, c'est que, contrairement à The O.C. ou Newport Beach, je trouve qu'il y a moins de moments musicaux iconiques dans Gossip Girl, c'est-à-dire que la musique elle-même est iconique, c'est des énormes tubes. Iconique sur plein de trucs, mais oui, non, t'as raison. Mais est-ce que c'est lié à la musique, forcément, parce que... En fait, j'ai mis de mettre ce morceau était iconique, mais je pense que, en fait, la différence, c'est que Seth est fan de musique, donc l'identité musicale de The O.C. est vachement rattachée à ses personnages, alors que là, c'est beaucoup plus rattaché à la ville de New York et à l'ambiance que à l'histoire ou au personnage et à ce qu'ils traversent, quoi. C'est ça. En fait, c'est souvent utilisé comme des musiques d'ambiance dans les clubs ou dans les soirées où ils sont, ou juste quand quelqu'un est en train de s'embrasser, par exemple. Alors que dans Newport Beach, toutes les scènes les plus cultes de la série, tu peux identifier la musique qui a été passée à ce moment-là parce que c'était un moment musical et que généralement, ils mettaient la chanson quasiment en entier. Et donc, quand Seth et Summer s'embrassent à l'envers comme dans Spider-Man, c'est Champagne Supernova. C'est If You Live de Nada Surf quand, comment elle s'appelle, Anna quitte Newport Beach. C'est évidemment Hide and Seek quand tout le monde se fait tirer dessus. C'est Alléluia repris par Jeff Buckley quand... On va pas tous les faire. Non, mais voilà, enfin, c'est vraiment des moments un peu pivots dans la série, alors que là, la musique est pas utilisée de la même manière, mais c'est intéressant de voir que quand même, cette bande-son est hallucinante. Après, il n'y a pas que ça qui est culte. Il y a aussi les tenues, parce que évidemment, c'est des gens très riches et la mode joue un rôle central dans la série. Oui, pour moi, c'est le plus culte, vraiment, c'est les tenues. C'est-à-dire que j'ai noté déjà les serre-têtes de Blair, iconiques. Ouais. Iconique, c'était devenu la plus grande tendance. Le look préppy. Voilà, exactement. Et il y a vraiment eu un truc autour du look de Blair en général, mais aussi de Serena, parce qu'elles ont des identités très différentes. Elles sont ultra fringuées, tandis que quand on regarde The O.C., par exemple, elles ont vraiment le look de la Californienne qui va à la plage et porte des tongs, quoi, qui a de l'argent mais qui sait pas du tout s'habiller, alors que là, en plus, Blair, sa mère est créatrice de mode, donc Blair a un sens très très développé de ce qu'il faut porter, pas porter, c'est toujours un thème. On sent qu'il y a aussi l'influence de Sex and the City, pour le coup, sur ces personnages-là, et sur leur façon de s'habiller, et c'est cultissime, quoi. Enfin, les tenues sont vraiment hyper emblématiques, et les cheveux, elles ont des cheveux incroyables. Ouais, leurs cheveux sont vraiment magnifiques. De toute façon, c'était vraiment des poupées, quoi, à l'époque. Et c'est vrai que c'est marrant parce que les deux héroïnes, Marissa et Summer, dans The O.C., étaient aussi des meufs magnifiques. Mais c'est vrai que c'est pas du tout le même look qui est recherché. Et ce que j'ai remarqué, du coup, c'est que les tenues dans Gossip Girl ont beaucoup moins mal vieilli que celles de The O.C. Parce qu'en fait, il y a un côté un peu plus intemporel, c'est-à-dire qu'elles sont datées. On sent très bien que c'est les années 2000 quand on voit leurs tenues. Mais on sent que c'est tellement à la mode qu'il y a quand même quelque chose qui reste très agréable esthétiquement aujourd'hui, alors que quand on voit, enfin vraiment, ça brûle les yeux, les tenues dans Newport Beach, par exemple. Après, bon, là, on a revu le pilote. Si tu regardes le reste de la saison et que tu revois les tenues de Vanessa, la meilleure pote de Dan, et les tenues de Jenny, une fois qu'elle fait ça, une espèce de révolution où elle pense qu'elle est une grosse rebelle, c'est une catastrophe. Ça n'a pas du tout bien vieilli. Mais c'est plus, les tenues de Blair sont, son héroïne à Blair, de toute façon, c'est Audrey Hepburn, c'est son inspiration dans la vie. Donc forcément, elle a un côté très intemporel et assez chic qui fonctionne bien dans tous les cas parce qu'elle s'habille comme une dame, quoi. Elle s'habille pas forcément comme une jeune qui a un style un peu rebelle ou des choses comme ça. Et Serena, elle s'habille comme une blonde préppy très belle et un peu sexy. Donc forcément, ça passe très bien aussi, quoi. Mais c'est vrai qu'on en avait parlé dans notre épisode sur les costumes. Pour moi, un bon costume, souvent, c'est un costume qui pourrait être totalement... Par exemple, si je voulais me déguiser en un personnage pour Halloween, je saurais exactement quoi mettre et tout le monde comprendrait qui je veux imiter, en fait. Et c'est vrai que pour Blair, c'est les serre-têtes, c'est les petites chaussettes montantes, les petites ballerines, etc. Avec les mocassins, les bijoux aussi. Voilà. Et pour Serena, par exemple, ça va être un veston par-dessus un t-shirt qui était mon look de l'époque. Ouais, un peu détaché. Le look un peu androgyne, en fait, un peu avec des éléments masculins, mais en même temps sur une blonde magnifique. Et du coup, c'était aussi le yin et le yang, toutes les deux. Je remarquerai aussi que le look de Blair est vachement influencé par Heathers, surtout quand elle est avec ses autres copines, où elles ont toutes, en fait, exactement le même look, mais d'une couleur différente, qui est rouge, bleu, vert, ce qui est exactement ce que les héroïnes de Heathers portaient. Pour resituer, c'est un film
d'ado avec Winona Ryder et Shannen Doherty qui date des années 80, où elles sont ultra lookées et elles se tuent toutes entre elles. Voilà. C'est génial. Et c'est un film qui a eu beaucoup d'influence, qui est un film culte. Et vraiment, je ne peux que vous le recommander. C'est très bizarre, mais c'est génial. C'est vrai que c'est génial. On va passer aux détails du pilote. Est-ce que tu peux resituer, Marie, un petit peu ce qui se passe dans ce pilote ? Moi, j'avais totalement oublié. Eh ben, ça commence avec le retour de Serena, qui était un peu la queen du lycée, quoi. Enfin, la meuf la plus populaire, parce qu'on le comprend quand on la voit, c'est Blake Lively qui la joue et elle est absolument magnifique. Et elle revient, elle était allée dans un internat dans le Connecticut, donc dans la banlieue new-yorkaise, sans donner de nouvelles à qui que ce soit. Elle est partie pendant 1 an, on ne sait pas pourquoi, mais il y a eu un secret. Mystère. Et elle revient du jour au lendemain, on l'apprend très vite, parce que son petit frère, a fait une tentative de suicide. Donc on découvre très vite un peu la famille de Serena, elle a une mère qui a un peu un glaçon, mais très très belle. Et en fait, au même moment, on découvre Dan, qui est, on l'a dit, l'outsider de cet univers, parce qu'il ne vit pas dans l'Upper East Side, qui n'a pas des parents milliardaires, mais qui vit dans un loft magnifique à Dumbo, qui est vraiment le quartier de Brooklyn le plus à la mode à l'époque et tout ça. Dans un loft de 450 mètres carrés que je ne pourrais jamais m'offrir de toute ma vie, quoi. Bah non, mais bien sûr que non. Mais pour donner une idée, à mon avis, le loyer de ce loft à l'heure actuelle, c'est à peu près, je sais pas, 8 000 par mois, un truc comme ça, hein, sur les prix New York. Ouais. Minimum. Mais lui, c'est le pauvre du lycée, c'est le gros bouseux, et jusqu'au bout, ça reste le bouseux. Hein. Mais il va dans ce lycée parce que c'est un lycée très coté, son père l'y envoie, avec sa petite sœur, qui est Jenny, qui est freshman, donc elle est en première année, et elle est un peu émerveillée par cet environnement, elle adore la mode, elle fait ses propres tenues, elle veut absolument rentrer dans cet univers, et la reine de cet univers, en fait, c'est Blair. Blair Waldorf. Blair Waldorf, qui est jouée par Leighton Meester, qui est née en prison, fun fact. Et qui est désormais mariée à Adam Brody, qui jouait Seth Cohen dans Newport Beach. Le crossover dans la vraie vie. Magnifique. Et donc, Blair, qui est donc la fille de cette couturière, et dont le père est parti pour se mettre avec un autre homme, mais qui, elle, règne un peu sur cette école, parce qu'elle est très riche et elle connaît tous les codes. Elle a les filles qui l'accompagnent toujours. C'est vraiment la meuf c'est la queen, quoi. La queen bee, justement, parce qu'elle s'appelle Blair en plus. Elle est en couple avec Nate depuis la maternelle, mais ils ont toujours pas couché ensemble. Et Nate, il se trouve... En même temps, bon. Oui, mais là, ils ont 17 ans, quoi. Je veux bien qu'à la maternelle, c'était un peu tôt. En CM2, quand même, il était temps, quoi. Non, mais bon, là, tout le monde autour d'eux a perdu sa virginité. Et le truc, c'est que Blair attend le bon moment et tout ça. Donc ça, c'est un énorme enjeu. Et il faut parler de Chuck, qui est le meilleur ami de Nate, qui est tout le temps dans cet univers aussi, qui a des énormes daddy issues et qui est un violeur ambulant, quoi. Enfin, voilà. Et en fait, on apprend très vite que le secret de Serena, c'est qu'elle avait couché avec Nate l'année d'avant et c'est pour ça qu'elle est partie. Voilà. Elle a couché avec le mec de sa meilleure amie. Oui, parce que Blair et Serena étaient meilleures amies, mais maintenant elles sont frenemies. Ouais, voilà. Mais bon, ça va pas durer très longtemps. Ça change un peu tous les 2 épisodes. Ouais, voilà. Mais merci, excellent résumé. Ce que j'ai noté, moi, parce que j'avais pas trop fait gaffe à l'époque, je pense, où je le regardais, mais c'est que c'est clairement une représentation moderne de la cour, en fait. C'est-à-dire que, déjà, elle s'appelle Queen Bee. Elle est entourée un peu de tous ses prétendants, ses prétendantes. La manière dont ils parlent est vraiment totalement ridicule. Et notamment, par exemple, la mère de Serena veut absolument qu'elle aille à une soirée dans le pilote en lui disant « ça aurait été l'occasion parfaite pour faire ta réintroduction dans la société ». Oui. Et il y a vraiment cette idée, en fait, et notamment avec les ragots, etc., qui ressemblent un peu à des bruits de couloir. Enfin, on dirait la vie de cour, en fait, la vie de palace, mais au 21e siècle, à New York, dans l'Upper East Side. Mais c'est très marrant les parallèles qu'on peut faire avec Versailles. Oui, tout à fait. Moi, j'ai fait une partie de ma scolarité en école catho à Bordeaux et c'était un peu comme ça aussi. Hein. Après, les rallyes, les trucs comme ça. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis les ragots, enfin, ça en fait partie. Mais c'est vrai que juste dans la manière dont ils parlent et dans le fait de désigner la queen et le roi, etc., enfin, il y a quelque chose de très, royal. Blair, think we can meet tonight? I'd love to, but I'm doing something with Nate tonight. The palace. 8 o'clock? Nate will wait. Spotted on the steps of the Met, an S&B power struggle. We'd probably do a half hour. Did S think she could waltz home and things would be just like they were? Thanks for making the time. There's nothing Gossip Girl likes more than a good cat fight. And this could be a classic.
Et d'ailleurs, le rêve de Blair, c'est d'épouser un prince, ce qu'elle va presque faire à un moment dans la série. Prince Louis, qui est horrible, qui est joué par un Français, je crois, mais enfin bon, bref. Donc, il y a vraiment ce truc, elle a une fascination avec la royauté et tous ses codes sont totalement dedans, ça c'est sûr. Ce qui m'a frappé, moi, dans le pilote, c'est que je trouvais pas l'écriture particulièrement fine. Surtout, justement, en gardant en tête Josh Schwartz et Newport Beach. Là, je trouve qu'il manque cet humour quand même très saillant qu'il y avait dans Newport Beach. Et puis, surtout, c'est que des dialogues d'exposition hyper lourds où elle dit « J'ai fait un rêve dans lequel tu faisais ça, tu faisais ça, tu faisais ça. » Ah non, mais en fait, c'est pas un rêve, c'est la réalité. Et c'est que des espèces de dialogues hyper maladroits pour nous situer un peu tous les enjeux. Mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup et c'est compliqué, dans le pilote, de nous présenter tous ces personnages, toutes les relations qu'ils ont entre eux, les secrets, etc. Donc, il y a des flashbacks. Ça part un peu dans tous les sens. Dans ce sens-là, je pense que le pilote est réussi parce qu'à la fin, on a tout à fait compris. Et on a envie de continuer, quoi. On a envie de regarder la suite. Ouais, voilà. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas non plus une intelligence particulièrement fine dans les dialogues. Ah non, ça c'est sûr. Mais de toute façon, il n'y en aura jamais. Gossip Girl n'est pas une série très fine ou très bien écrite pour tout ce qui est des réparties ou des choses comme ça, en règle générale. C'est pas Buffy ou Veronica Mars. Oui, ou même The aussi, The aussi qui est très marrant et tout ça, ou parce qu'il y a un personnage comme Seth. Là, Dan n'est pas du tout comme ça, et du coup, c'est vrai qu'il n'y a pas du tout cet aspect-là. C'est juste jouissif à regarder parce qu'ils sont tout le temps en train de se faire des coups de pute et de se poignarder dans le dos et de coucher les uns avec les autres. Donc, c'est marrant. C'est comme lire Les liaisons dangereuses. Oui, voilà, ou comme... Enfin, bon, là, t'es sympa quand même. Les liaisons dangereuses, pour le coup, c'est très bien écrit. Oui. Mais il y a un sens de la répartie. Mais c'est comme lire une tribune de ragot, tu vois. Tout à fait. Alors, la question principale, quand même, quand on vous revoit ce genre de série, c'est est-ce que ça a bien vieilli ou pas? Et là, clairement, ce qui a le moins bien vieilli, c'est le personnage de Chuck, qui est hyper toxique, qui est même plus que toxique, qui est, tu l'as dit, un violeur en puissance qui agresse sexuellement plusieurs meufs rien que dans le pilote et qui après va continuer à avoir un peu des petites histoires de viol qui sont plus ou moins contournées et excusées et qui va être développé en un personnage un peu plus sympathique par la suite, mais là, il est absolument détestable. Oui, je pense qu'ils ont fait une erreur un peu dans le pilote, une erreur de jugement où ils ont essayé de vraiment le diaboliser dès le début. En plus, c'était pas la même époque, donc il y avait un truc où, aujourd'hui, un personnage comme ça, c'est inimaginable en fait dans une série parce que vraiment dans l'épisode, il essaie de forcer Serena à coucher avec lui. Il l'agresse sexuellement. Qu'elle lui doit, parce qu'il lui a fait un grilled cheese, quoi. Il lui a fait un sandwich et du coup, il lui dit non mais attends, c'est bon. Ouais, non mais c'est ça. Et après, il essaie de violer aussi Jenny. Donc il y a vraiment un truc et la façon dont il en parle aussi, dont il parle des femmes quand il parle à Nate ou des choses comme ça, est ultra choquante et n'existerait jamais dans une série aujourd'hui, surtout sur un personnage qu'on est censé rendre sympathique par la suite. Je pense qu'ils avaient peut-être pas en tête de le rendre aussi sympathique après, qu'il y a eu un truc où son rapport à Blair marchait vachement bien et du coup ils ont voulu créer le couple autour de ça et donc ils ont dû l'humaniser lui beaucoup plus et le rendre beaucoup moins diabolique, mais du coup ce premier épisode, quand on sait le personnage qui va devenir au fur et à mesure des saisons, c'est très dur à regarder. Voilà, exactement. Et on se dit c'est impardonnable en fait. Exactement. En fait, je pense que ils ont pas forcément réalisé le bijou qu'ils avaient avec Ed Westwick, qui est hyper charismatique. Oui, et qui pour le coup, par contre, dans la vraie vie, a aussi été accusé d'agression sexuelle. Donc, quand on sait ça et qu'on voit le pilote, c'est aussi super. C'est juste le combo. Mais malheureusement, qui est très hot, et moi je l'ai noté en revoyant le pilote, même avec sa frange horrible. Je trouve que, il est vraiment hyper charismatique, et donc je pense qu'ils ont réalisé, comme tu le dis, quand il a commencé à développer une alchimie avec Blair et que les fans, je pense, se sont emparés très vite de ce personnage. C'était un fan favorite très rapidement. Ils ont changé sa trajectoire, mais aujourd'hui ça passe pas du tout. On va écouter quelques extraits de la manière dont il parle des femmes. Ça fait peur. Serena looked effing hot last night. There's something wrong with that level of perfection. It needs to be violated. Does not seem to be on the menu, so smoke up and seal the deal with Blair, because you're also entitled to tap that ass. Mais oui, non, il dit que en gros, Serena est tellement belle qu'elle doit être violée parce que ça le mérite tellement elle est belle. Et après, il dit à Nate qui hésite un peu à coucher avec Blair parce que voilà, on comprend pourquoi après. Il lui dit mais tu le mérites ou elle te doit ça. Enfin vraiment, en gros, tu as le droit de la prendre si tu as envie de la prendre. Enfin vraiment, mais c'est un violeur en puissance. C'est absolument horrible de voir ça. C'est présenté comme un peu problématique. Ses potes lui disent oh t'abuses un peu, mais c'est pas non plus. Quand Dan apprend que Jenny est avec Chuck, il le dit à Serena.
Serena, parce qu'il a une date avec Serena. Et Serena lui dit non, si elle est avec Chuck, il faut vraiment qu'on intervienne tout de suite. Donc, les gens savent, mais c'est vu comme un quirk un peu, oula, il faut le gérer, lui. Et pas comme, il faudrait peut-être le dénoncer à la police et faire quelque chose, quoi. Enfin, c'est ça. Juste, Et ce qui est triste, c'est que, moi, ça me rappelle la manière dont on parlait, mais vraiment en ces termes-là exacts de certains mecs au collège, en fait, ou au lycée. Et notamment, il y a un moment aussi où quand il voit Jenny, il dit « Ah, c'est qui celle-là? Elle est nouvelle, personne ne la connaît. » Et il y a une meuf qui dit à Chuck, ce sera pas le cas une fois que tu seras passé sur elle. Oui. Et c'est absolument horrible, mais en même temps, il dit ça en rigolant, et c'est tellement sa réputation que c'est, tu vas la ruiner de toute façon, cette meuf, vas-y, amuse-toi. Et c'est glaçant de revoir ça aujourd'hui. Avant de parler du final, je veux quand même juste parler de Rufus. Rufus, le père de Dan. Ses colliers, ses bagues. Ses t-shirts à col V très plongeant. Ouais. C'est vraiment genre douchebag. J'avais un crush sur lui à l'époque. C'est vrai. T'as vraiment des daddy issues, ça. Il est horrible. On dirait qu'il a mis eau de douche comme parfum. C'est vraiment le gros douchebag, l'incarnation du fuckboy. Il est atrocissime, c'est horrible. Et ce qui est trop drôle, c'est qu'à un moment, il a une conversation avec Dan où il lui parle, il dit non, mais les gros, parce que alors c'est un ancien rocker, mais dans les années 90 qui est devenu has-been. Et Dan lui conseille d'aller sur MySpace et lui dit non, mais c'est quoi ces trucs, les groupes, au lieu d'aller sur MySpace, ils devraient faire des concerts en vrai. Et ces blogs, c'est la fin de la musique ou je sais pas quoi. Donc c'est un espèce de vieux beau, quoi, mais il est horrible. Et ce qui est quand même bizarre, c'est que je pense qu'il a eu Dan à l'âge de 8 ans. Oui, parce que parce que l'acteur a 32 ans, quoi. On va passer au final. Oui, alors Anaïs, hier, m'a envoyé un texto en disant « J'ai beaucoup de questions ». Je viens de le regarder, j'ai beaucoup de questions. Ouais, parce que, en fait, moi, j'ai arrêté, je crois, même à la saison d'avant, l'avant-dernière saison, parce que ça commençait à devenir vraiment n'importe quoi, tout le monde se tuait, et puis je crois que j'étais plus trop en mode méga vidéo, je regardais d'autres trucs. J'étais plus du tout au lycée, pour le coup, et donc je pense que ça m'intéressait beaucoup moins que dans les premières années où j'étais encore un peu dans ce mood-là. Donc, j'ai pas vu la fin. Je savais, depuis que la fin a été diffusée, qui est Gossip Girl et un peu comment ça se finit, mais je n'avais jamais regardé l'épisode. Et donc là, j'étais assez choquée. Donc ça commence, j'ai écrit « Chuck et Blair ont commis un crime, visiblement ». Spoiler alerte, pour ceux qui n'ont pas vu le final au bout de 10 ans. Il y a une altercation sur le toit entre Chuck et son père Bart, qui est vraiment un enfoiré total, et c'est un peu comme ça qu'on explique le personnage de Chuck aussi, et le fait qu'il soit complètement fucked up. Et dans l'altercation, son père est tombé du toit. Voilà. Et il est mort. Voilà. Donc, le final commence. Ils essaient d'échapper à la police de la scène du crime. Et il y a Bonnie and Clyde qui joue en fond une reprise de la chanson de Serge Gainsbourg. Exactement. Et donc, au début, je me suis dit, mais ils sont à Paris? Parce que quand j'ai entendu les notes, je me suis dit, c'est ce que les gens aiment bien mettre dans les séries quand on est en France. Mais en fait, non. Ensuite, j'ai écrit la mère de Serena, on l'appelle Mrs. Bass. Mais tu te souviens pas de ça? Ça, c'est dès la saison 2. Elle a été mariée à Bart, le père de Chuck, en fait. Ouais, ça, j'avais totalement zappé. Mais il y a plein de trucs, en fait, genre, je le savais parce que je l'avais vu, mais j'avais totalement oublié. Ensuite, j'ai écrit, Dan a écrit un livre. Oui. C'était le même niveau de surprise. Ce qui est trop drôle, c'est même pas Dan, mais tu l'as peut-être noté, c'est Nate qui est patron de presse. Oui, c'était ma question d'après. Sauf que moi, j'avais pas compris ça. J'ai écrit, donc, Chuck a tué son père, Dan a écrit un livre, et là, en majuscule, Nate est journaliste. Non, mais Nate, c'est bien pire que ça. Nate n'est même pas journaliste. Nate est patron de presse d'un grand quotidien new-yorkais, The Spectator, enfin, c'est un faux quotidien. Le mec n'a même pas fini la fac. Et il en a hérité, non? Moi, je me suis dit, il en a hérité. Oui, c'était un truc un peu comme ça, je me souviens plus exactement du truc, mais il avait racheté, à un moment, il sortait aussi avec la patronne, elle était jouée par Liz Hurley, enfin bon, c'était tout un truc. Et à la fin de l'épisode, et surtout, Nate est Bob Woodward, en fait. C'est-à-dire qu'il a un panneau comme Carrie Mathison dans Homeland, avec les petites épingles. Oui, mais l'enquête sur laquelle il mène, c'est qui est l'identité de Gossip Girl. Non, c'est ça, c'est ridicule. Mais vraiment, et il est avec une meuf où il est là, ouais, non, mais là, c'est hyper important, on va craquer le dossier, là, ça y est, on y est. Et j'étais là, non, mais mon Dieu, ils en sont encore là, les pauvres. Genre, leur vie, à l'âge adulte, c'est d'essayer de deviner qui était Gossip Girl. Bah, littéralement. Et en plus, mais vraiment, Nate, patron de presse, ça m'a toujours fait mourir de parce qu'il a l'air tellement con. Je suis désolée, mais vraiment, il a l'air d'être vraiment neuneux, quoi. C'est un peu un himbo, mais version. Ouais, pas assez musclé pour être. Non, himbo. il est pas. Il est pas assez sympa non plus. Non plus, c'est vrai. Non, mais c'est juste le beau gosse qui sert un peu à rien, quoi, qui est un peu vide. Et du coup, à la fin, quand on essaie de nous faire croire, à la fin de l'épisode, qu'il est favori pour la mairie de New York. J'étais là, non, mais sur quelle planète on vit, Nate? Ouais, mais en même temps, moi, je me suis dit, en ayant oublié tout le reste et tout, je me suis dit, c'est assez cohérent avec le fait que c'est des gosses de riches. Et oui, que, c'est John Kennedy-esque. Voilà, il est devenu, sans avoir aucun talent, il est devenu patron de presse et candidat à la mairie. C'est pas comme ça que la série te vend ça, en fait. Si c'était un truc sur le népotisme, je veux bien, mais en fait, là, c'est vraiment genre, Nate, il est trop cool, quoi. Ouais.
Alors ensuite, une autre question que j'avais, c'est pourquoi la déco du salon de Nate, c'est une moto et une souche d'arbre? Ah, ça, je peux pas t'aider. Parce que là, on est quand même sur un niveau de déco assez bizarre. Blair en est encore à juger le niveau de richesse de Dan. Oui, bah... Alors, pareil, c'est triste, quoi. Vraiment, meuf, à ton âge, t'es encore en train de dire « Ah, c'est le loser du lycée, il est pas aussi riche que nous. » Il y a eu un moment où ils sont sortis ensemble, quand même. Oui, je me souviens. Et je crois que c'était un de mes moments préférés parce que là, j'étais là, ouais, ça c'est vraiment un couple. Moi, j'aime bien quand les opposés s'attirent et j'avais trouvé que ça fonctionnait assez bien. Ensuite, j'ai juste écrit en énorme majuscule Kristen Bell et Rachel Bilson. Oui, parce que ça apparaît à la fin. Beach, ouais, dans leur propre rôle. Ce que j'ai trouvé très, très cool. Chuck a un fils en âge de parler. Oui, alors non. En fait, elle est con. La dernière scène était un flash-forward, c'est-à-dire que c'est 5 ou 6 ans plus tard. Putain, elle avait pas compris. Donc c'est pas le fils de Chuck. Mais comment on est censé comprendre? Bah parce qu'ils ont un fils, ils avaient pas de fils avant. Bah oui, mais comme moi, j'avais pas vu la suite. Oui, bah du coup... Parce qu'ils ont exactement, ils sont pas coiffés différemment ou quoi que ce soit. Oui, ils ont pas... mais en même temps, entre 25 ans et 30 ans, c'est bon, enfin, tu prends pas si cher. Oui, mais du coup, pour moi, c'était genre 3 mois après, en fait. Non, donc c'est le fils qu'il a eu avec Blair. Ils vivent ensemble et ils ont un enfant ensemble. Bon, bah très bien. Mais moi, ce que j'ai principalement retenu quand même de cette fin de série, c'est juste un épisode où les scénaristes essaient de nous convaincre et de se convaincre eux-mêmes que le plot twist de Dan et Gossip Girl fait sens. Parce que Dan et Gossip Girl. Voilà, spoiler. Et donc ça, moi, je l'avais lu avant, mais ce qui est marrant, c'est qu'ils passent tout l'épisode à dire « Mais non, tu te souviens, cette fois-là, tu penses que c'est pas cohérent, mais en fait, si, je vais t'expliquer pourquoi ça fonctionne. » Et c'est vraiment ça pendant tout l'épisode, c'est trop drôle. Et puis ils essaient de nous convaincre que bon, c'est pas si grave ce qu'il a fait, c'est pour ça qu'il reste ami avec eux et qu'à la fin, il va quand même se marier avec Serena, alors que c'est hyper grave ce qu'il a fait. Il a outé des gens. Ouais. Il a slut-shamé un nombre incalculable de meufs, ouais, y compris sa sœur. Et sa meuf, à l'époque, Serena. Et il nous explique que quand il a slut-shamé sa sœur, c'était elle qui l'avait demandé. Voilà, donc là, merci la leçon de morale, quoi. Et Serena, en fait, on apprend que toute l'histoire de ce blog a été démarrée parce qu'il adorait la stalker. Oui, non, mais c'est hyper problématique et surtout, ça n'a aucun sens, en fait. Non, mais parce que après, il y a plein d'articles en ligne. C'est vraiment un cas d'école de reverse engineering où, en fait, tu sens très bien... On écrit à l'envers. Oui, on écrit à l'envers. C'est-à-dire que, en fait, tu sens très bien qu'ils n'avaient jamais prévu, ils ne savaient pas qui allait être Gossip Girl au début. Et que du coup, ils ont écrit la série en se disant, on s'en fout. Et qu'à la fin, ils ont dû dire qui est Gossip Girl. Ils se sont dit, qui ça pourrait être? Ah bah tiens, on va dire Dan. Et du coup, après, ils essaient d'expliquer tout ce qui s'est passé avant à posteriori. Et ça ne fonctionne pas du tout parce que du coup, si tu regardes en ligne, il y a plein de fois, en fait, où t'as des scènes où il est tout seul, personne n'est là autour de lui et il est en train de lire le blog de Gossip Girl et il est hyper choqué. Ouais. Et t'es là, bah, si c'est toi qui l'as écrit, tu devrais être au courant, quoi. Enfin, c'est clair. Et aussi, il y a des fois où il a carrément, Gossip Girl avait parlé de l'intimité de Serena alors qu'elle était avec lui, ou a outé Dan dans des moments où il avait trompé sa meuf avec des photos. Alors pourquoi est-ce qu'il aurait fait ça, quoi? Enfin, c'est complètement absurde. Donc ça fonctionne pas du tout. Mais c'est pas grave. Ouais, je me souviens que quand c'est sorti, et moi, j'avais pas regardé, mais j'ai juste lu les titres et j'étais là, what? C'est Dan Gossip Girl. Je trouvais que ça fonctionnait pas du tout non plus parce que j'avais en tête toutes les intrigues de la série et donc je me disais, bah non, à ce moment-là, ça fonctionnait pas, à ce moment-là, ça fonctionnait pas. Là, en ayant tout effacé de ma mémoire et en revoyant le pilote, juste en regardant le pilote, je me disais, franchement, ça pourrait marcher. Oui, non, mais juste avec le pilote, mais enfin bon, c'est un peu l'acteur Penn Badgley qui jouait Dan aujourd'hui joue dans You, où il joue un stalker. Et bon, bah, c'est un peu l'extension de ce personnage. C'est ça. Parce que si on voit Dan comme un stalker, donc quelqu'un qui espionne les femmes et qui les suit et tout ça, ce qui l'admet avoir été un peu parce qu'il a créé ce site pour se rapprocher de Serena, c'est hyper fucked up. Si on le voit comme ça peut être intéressant, mais le problème, c'est que ça n'a aucun sens. Quand on regarde la série, il y a énormément de trous narratifs, du coup, ça ne fonctionne pas, mais bon, c'est pas grave. Est-ce que le final fonctionne pour toi? Non. Même en le revoyant, là, ça t'a pas fait un petit... Non, rien. Non. C'est un peu absurde, quoi. Tout est un peu absurde et puis surtout, c'est un peu précipité. C'est-à-dire que en très précipité. 40 minutes, on a 2 mariages. On a le mariage de Blair et Chuck et ensuite, on a le mariage de Serena et Dan. D'ailleurs, si tu pensais que c'était 3 mois plus tard, tu pensais qu'elle se mariait avec Dan juste 3 mois plus tard. Bah ouais, enfin, je dis 3 mois, mais je pensais, juste que c'était un enchaînement parce qu'il y a rien qui indique à un moment que c'est un flash forward. Ils auraient dû mettre pour Anaïs 5 ans plus tard. Ouais, bah après, voilà, peut-être que ça faisait sens quand tu avais vu tous les épisodes à la suite, mais là, c'est vrai que pour moi, juste, j'ai pas du tout compris ça parce que, ouais, les personnages, on aurait dit que c'était la veille qu'ils avaient fait tout le reste. Chuck va en prison aussi dans cet épisode. Il est interrogé par la police et il est libéré tout de suite après. Et il se marie hyper rapidement avec Blair alors qu'il y a les sirènes de police derrière parce qu'ils veulent que Blair ait le privilège de l'épouse et qu'elle n'ait pas à témoigner contre lui. Sa robe, ceci dit, pendant le mariage est magnifique. Par contre, son tux
looks à lui, c'est une catastrophe. Pourtant, il était assez fashion dans la série. Moi, j'aimais bien, mais horrible. moi, j'aimais bien les petits costumes. Non, mais toi, moi, j'aime beaucoup la dynamique entre Chuck et Blair et leur Will Day One Day, mais vraiment, lui, il est mais repoussant, quoi. Mais il est ignoble, mais physiquement, j'avoue que je le trouve charismatique, quoi. Et c'est vraiment dur. Non, mais c'est vraiment, j'assume pas, mais en même temps, et le problème aussi, c'est que l'acteur qui joue Oncle Jack le violeur, je le trouve aussi pas mal. Et c'est vraiment un problème parce que vraiment, ils sont problématiques d'oncle en neveu, de père en fils. C'est sans doute le pire personnage, non, l'oncle Jack? Non, le père, quand même. Bart Bass est le pire. T'as relevé le caméo d'un ancien maire de New York? Ah non, à quel moment? Il y a Michael Bloomberg, à un moment. Quand ils apprennent qui est Gossip Girl, quand l'article sort, il y a un moment, il y a une des personnes qui regarde et qui est surprise, c'est Michael Bloomberg, donc l'ancien maire de New York, qui est un milliardaire. C'est vrai que j'ai pas fait gaffe parce que c'est un montage hyper cut et ça c'est pas mal. Mais et d'ailleurs, ils ont essayé de le jouer un peu méta avec plusieurs personnes qui disent sérieusement, c'est lui Gossip Girl. Ouais. I'm shocked. I thought it was Dorota. Oh, you have got to be kidding me. Little bitch! OMG. You're not going to believe who Gossip Girl is. Wait, Gossip Girl is real? Mais des gens qui disaient « Ah, j'ai toujours pensé que c'était Jenny qui était la théorie dominante » ou des choses comme ça, ou j'ai pensé que c'était une telle. Ou comment elle s'appelle? Dorota. Moi, j'adore Dorota, c'est ça. Et c'est vrai, moi, je me souviens qu'il y avait une grosse théorie sur Dorota et donc... Ça aurait dû être Dorota. Ouais, franchement, elle est très marrante. Bon, on n'a pas trop parlé du reboot parce qu'on ne sait pas encore ce que ça va donner exactement. On n'a pas vu les épisodes pour l'instant. Ça sort cet été. On est très impatiente, surtout toi, Marie. J'aime pas les reboots en général. Bon, j'en ai déjà parlé, mais je pense que ça peut être fun. Qu'est-ce que tu attends de ce reboot en particulier? La même chose. Littéralement. On refait exactement pareil. Non, mais j'attends que ce soit fun, que ça essaie pas trop d'être... je sais pas... Ouais, exactement. J'ai pas envie que ce soit un bingo du woke. J'ai juste envie que ce soit jouissif et fun et sans prise de tête parce que c'est ça qu'on attend de Gossip Girl. Donc c'est super que le casting soit beaucoup plus divers et tout ça, mais j'ai pas besoin qu'ils commencent à rentrer dans des leçons ou des trucs comme ça. Enfin pour moi c'est juste Gossip Girl, c'est littéralement le niveau le plus bas de mes instincts de spectatrice. On veut pas de message forcément hyper puissant dans Gossip Girl. C'est pas ça qu'on attend de cette série. Aucun message dans Gossip Girl. Moi, je veux juste regarder des gens beaux et bien habillés qui se roulent des pelles ou se poignardent dans le dos. Exactement. Donc on verra si Gossip Girl tente de faire ça. Ce qu'on sait pour l'instant, c'est que les tenues vont être au niveau. Oui. Voilà. Et franchement, le casting a l'air hyper alléchant, les tenues ont l'air super. Donc on a vraiment hâte de voir ce qu'ils vont en faire. Et s'ils arrivent à moderniser un petit peu et éviter les trucs culture du viol de Chuck, moi, oui, non, je dis pas non. Ça serait bien, mais clairement. Mais c'est marrant parce que là, j'y pense, mais Élité, la série espagnole, très clairement, c'est la version espagnole de Gossip Girl et beaucoup plus moderne et beaucoup plus diverse et tout ça. Et ils le font assez bien. Enfin, après, ça, c'est parti dans les autres saisons, c'est un délire total. Mais il y a ce côté vraiment décomplexé sur le côté un peu sexy et complètement superficiel, quoi. Sexe, meurtre, lycée, quoi. Voilà, c'est exactement. Un peu ça. C'est génial. C'était PIC TV, merci Marie. Merci Anaïs. Et merci les Pickies ou les Upper East Siders de nous avoir écoutés en cette année si pourrie. Ça nous a quand même fait plaisir de la partager avec vous. C'est le dernier épisode de cette saison 2 de PIC TV, mais on revient dès la rentrée avec de nouveaux épisodes. En attendant, vous pouvez retrouver toutes les émissions de PIC TV sur Slate Audio ou sur votre appli de podcast préféré. Et cet été, n'oubliez pas d'écouter le hors-série de notre autre podcast, Amis, dans lequel on parlera de la saga Twilight et ça promet d'être très très drôle. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et un petit commentaire, on adore vous lire. À très vite!